find. Oui. You find. Alors, des bouts de papier indépendants. Comment est-ce que vous allez rendre ça? Slips of paper, bits of paper. Oui. Alors, comment est-ce que vous allez y traduire indépendant? On dirait random. Non. Some pieces. Loose, voilà. Loose, voilà. Loose slips of paper. Ah. ये उनको परेशानी हो रही है कान के लिए नहीं But for the recording purpose, we require. अच्छा जब अच्छा you are recording oh नहीं वो जो वहाँ पे उस तरफ वो जो तार आई है ना वो थोड़ा Just handle that. And then in a notebook, you find loose slips. Ouais. Oh, j'ai écrit lips. Voilà, le genre de faute aussi qu'on peut faire. Et aussi l'ordinateur, l'autocorrection. Oh, non, parlons pas, oui, il faut le surveiller, oui. Loose slips of paper. D'autant que l'autocorrection, je peux vous dire, je la connais bien pour le français, quelquefois il corrige des fautes qui n'en sont pas. De toute façon, par exemple, il ne sait pas faire la différence entre un mot avec accent circonflexe et sans accent. Comme tâche et tâche. Tâche, la tâche que vous faites sur le vêtement, et la tâche, le travail de laveur. Donc il va me corriger. Même A. Ouais, ben oui. Alors, donc, you find loose slips of paper. Alors, glissez entre la couverture et la première page. Slipped in between, it's Bah, si on met slips. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'on n'a pas besoin d'un in between, on n'a pas besoin de verbe là. In between. Between, it's covered and the front. The cover and the first page. Between the cover and the first page. And the first page. Alors, et là, on va lui faire garder 2 points, donc 2 points à la ligne. Alors, une carte de visite hongroise verte avec au verso des tarifs préférés à la main par un réceptionniste dont tu te rappelles les gestes doux. Voilà. Alors, A green color Hungarian visiting card. a green, Color. oh, Non? bah, color, c'est pas nécessaire, non? Parce que green card, ça dit autre chose. Oui, mais c'est visiting card, oui. Visiting card. Green visiting Juste pour card. éviter, je pensais. Oui, mais comme on n'a pas card tout de suite après, comme on a visiting card, ouais. A green Hungarian visiting card. Ouais. Alors, avec au verso des tarifs griffonnés à la main. With on its rate, with on its back. No. On back simple. Other side. of the back. With tariffs scribbled by hand on the back. Oui. Why with tariffs scribbled on the back? Okay, now. Moi, je dis, alors, virgule, alors, tarif, oui. Ah. Rates Rates, oui. scribbled Rates scribbled by a receptionist. by Scribbled by hand. Hand. hands. Bah, scribbled, Je pense on se doute bien que c'est pas une c'est machine. ça. C'est que, hein, oui. Scribble, c'est toujours avec la Alors pourquoi c'est à la main donc? Oui. Et puis, il y a un autre problème, si on dit by hand, by reception, ça serait une répétition, donc on doit chercher une solution. Oui, griffonner à la main est un peu redondant en français, Oui. c'est vrai. En anglais aussi. Et là, effectivement, on va avoir le... Et puis alors, hand scribbled, ça va faire bizarre, non? Parce que bon, c'est le moyen d'éviter le by. Handwritten, ça va, mais hand scribbled, Ça fait bizarre, oui. Je vais regarder. Si en anglais on évite complètement hand. Bah oui, c'est ce que je pensais, hein. c'est ça. Oui.
éviter. By à la main, on peut laisser. Je peux aller sur internet. Attendez, j'ouvre mon Firefox pour voir si je peux mettre hand scribbled. Ah ouais, ils ont. Ah oui, parce qu'ils font même des hand scribbled fonts. Ah ouais. C'est important. Ouais. Hand scribbled welcome note. C'est quoi ça? Mais moi, scribble, à mon avis, me suffit. Hein. Scribble by a receptionist. Non, alors, oui, comment vous allez mettre? Oui, mais c'est le receptionist dont tu te rappelles les gestes doux. Et il faut aussi qu'on ajoute au verso. Au verso. Yeah, so scribble on the back. Oui, Voilà, scribble on the back, on its back. On its back. On its back by a receptionist. Alors, dont tu te rappelles, whose Oui, whose sweet gestures or actions. sweet. Oui, les gestes. Moi, je crois que justement, il a des mouvements, voilà, c'est quelqu'un qui vivait plus que action. Gestures actually. Sweet movement. Gestures, movements, yes. Sweet gestures, ça va. Oui. Gentle. Oui, gentle, c'est bien. Gentle. Whose gentle gestures or movements you remember. Alors, le reçu d'un cybercafé. Alors, A receipt of a cybercafé. un cybercafé, un cybercafé receipt With a password on the back. avec au verso un mot de passe. With With a password a password written on its back. on its back. Un billet rose en cyrillique où tu ne comprends que Saint-Pétersbourg, avec au verso le numéro d'un certain Eugène pour la deuxième fois. Alors, Je sais pas. C'est pas billet rose. alors un billet, ben, c'est un bout de papier. Vous savez, c'est exactement, on l'a dans billet doux. Ici, billet, c'est au sens d'un morceau de papier. Hein. C'est pas au sens c'est pas au sens de ticket et c'est pas au sens de banknote hein, non plus. Hein. Un billet, comment est-ce qu'on pourrait dire, a note. Cyrillic font. Ah, parce que tout à l'heure on a eu Pink slipper, mais là il faudrait trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? C'est pas le code, vous voyez, c'est pas exactement un slip, c'est pas. Je suis en train d'essayer de voir si. No. Ben oui, c'est pour ça que je pensais à note. Attendez, je vais voir ce que je trouve comme synonyme. C'est pas post-it, non? Non. Bon, j'ai letter memo, message, bien sûr, reminder, non. Alors, on va regarder post. Alors, je vais mettre paper pour voir ce que je peux avoir comme. Voilà, paper. Ce qu'il me propose. Ce qu'il faut chercher.
Voilà, document management, c'est article piece, non, ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? Bon, on va chercher slip, mais à mon avis, on va pas trouver non plus. Alors, je ne trouve pas. C'est vraiment là aussi un autre mot pour dire slip of paper, vous voyez. Chit. Chit. On peut mettre pink déjà, ça ne nous engage pas beaucoup. Pink. Je ne sais pas. Là, j'avoue que je bloque. Chit. A pink note. C'est pour ça que j'avais envie de mettre note. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui est écrit dessus. Hein. A pink note. Pink. Pardon. Non. Note. Or note. Ça vous plaît pas? Je sais pas quoi. Alors, attends, qu'est-ce que c'est? Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire pour le moment, on ne va pas rester comme ça pendant 1 heure, puisqu'on ne trouve rien. Donc, nous allons mettre en alternative note et slip of paper. A pink. Voilà, a pink note, a pink slip of paper, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va choisir finalement. Alors, en cyrillique, c'est ça, parce que si c'est en cyrillique, on peut garder note. C'est ça. Oui. Cyrillic. Parce que cyrillique, ce sont les caractères, si vous voulez. Hein? A cyrillic type note. Non, parce que je pense que c'est handwritten. Puisqu'il y a le nom d'Eugène derrière. A cyrillic pink. Non, je mettrais plutôt in cyrillic, non? Written in Cyrillic. Oui, written. Voilà, a note, a pink note, written, voilà. Written in cyrillic. Written in cyrillic. Où tu ne comprends que Saint-Pétersbourg. Oui, puisque c'est ça, voilà. On which you can only make out No. Petersburg, St. Petersburg. You can only make out St. Petersburg. Alors, avec au verso, et là je dirais and on its back, je sais pas, hein, le numéro d'un certain Eugène pour la 2e fois. Ok, donc avec devient and, non? Oui, je sais pas, non. Non? And, oui, and on its back, oui. Avec, and on its back. Alors, un certain Eugène, Some Eugene. Some. some
Eugene, Evgeny. Eugene's And number of son Eugene. telephone number, non. Eugene's telephone number, non. Parce que si on met une enveloppe tout seul, ça paraît bizarre, non? Number of some Non, je sais pas. then because In what? on peut pas séparer some et non? Non, non, ça, c'est pour ça que je mettrais ça Eugene's telephone number. Ah oui, ça va. Et là, on garde la position virgule pour la deuxième fois. For the second, sorry. For the second. For the second. Deux tickets de métro de Prague flambant neuf avec au verso. Rien. Alors, Two metro tickets. yes. Two flambant neuf. Two new, two very Brand new. Brand new tickets to metro tickets. to Prague. Two brand new metro tickets. Oh, alors, two brand new tickets for the Prague metro. Or two brand new Prague metro tickets. Tickets. Avec au verso web And nothing. and nothing in it. Ici, les tickets sont pour Prague. Oui, c'est le métro de Prague. There's no R, no. The Two. Parce que là, si on dit two brand new Prague metro tickets, ça donne l'impression que Prague c'est brand new. Two new Prague Non. metro tickets, we said. It's like a transferred epithet that you have in grammar, where the adjective can apply to either one. mais non. Mais non, parce que c'est Prague metro ticket. C'est one segment. Union. It's one unit, one unit. Prague metro ticket. Mumbai metro ticket. Paris metro ticket. No, that's in the brand new bit. Oh, Yes, but the brand new applies to the last word, not to Prague. So you're hyphenating it? Brand new. Because then you have two nouns, right? You have Prague and you have tickets. No, Prague is not a noun here. It functions as an adjective. adjective. That's what's And coming. two is already plural. It functions. It functions. Well, in English you have this possibility. The complement of the noun. Yes. And functioning instead of having metro ticket of Prague or whatever or for Prague. It's there. You put it before the noun and it becomes. It works as if it were an adjective. And this is in fact in English when you have that type of organization, sometimes you have all sorts of adjectives and nouns before the final noun, and when you have to translate that into French, it's not always easy. So you have to think of the adjectives that can be used in French as before the noun. Some adjectives can be used before the noun, some have to be after. Right. So you may sort of juggle with that. No, I'm quite sure there's no two brand new Prague metro tickets and nothing on their back. Alors, certains papiers ont été arrachés à des carnets semblables aux tiens, que des gens comme toi avaient remplis d'horaires, de contacts et de souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'on va... Alors, certains papiers
Some slips or Some pieces of paper. Some sheets were torn. Some From similar, slips, on a dit slips au début, donc on va reprendre le même mot. Hein. Some slips were torn out. were, ou simplement Not torn. worn out So- it resembles to your From, Yeah, from notebooks that notebooks similar to yours. notebooks, oui. Similar to yours. Que des gens comme toi avaient rempli d'horaires. Alors, on va peut-être le mettre dans l'autre sens. Rempli d'horaires par des gens comme toi, quoi. Alors, rempli d'horaires de contacts de souvenirs. Alors, comment est-ce qu'on traduit rempli? Wrote down. Or covered with, or full of, or full of. In which people like you had filled in your timings or schedules, contact numbers and memories. je pense que si on le met dans l'autre sens, on devrait arriver à avoir quelque chose de plus. On va essayer les deux. Hein. Alors, qu'est-ce que vous disiez? You, that, vous avez dit, That people like you. that, I said in which people like similar to yours. Mais là, ça ne va pas. On ne peut pas mettre in which. Parce qu'on termine par yours. C'est ça le problème. Vous voyez, il faut, quand on a le nez dessus, in which, il faudrait qu'on ait notebooks juste avant. Et là, on peut pas, je n'arrive pas à trouver une forme adjectivale, vous voyez, à mettre devant notebooks. Ou alors simplement similar notebooks. Which people like you know, we cannot put. Non, non, ça va pas. Parce que le which doit rapporter à ce qui précède. La seule possibilité qu'on aurait, dans ce cas-là, on la fera après. Alors on va commencer, voilà. Ce serait similar notebooks, si on supprime to yours. Notebooks, in which, etc. Alors on va prendre la version comme ça. Et après on fera la deuxième. Notebooks similar to yours, filled with or covered with. Alors, horaire. On regarde la même forme que précédemment. Schedules, contacts, and, comment vous allez traduire souvenir? Memories. Memories, oui, memories. Alors, On peut très bien garder souvenir en. oui, mais ça ne s'applique pas à ce genre à ce type de souvenir. Memories, ouais. Memories. Alors, filled with contacts and memories. Alors, avait rempli. Put in, ou quelque chose comme ça. Put in by people like you. Bon, voilà. Donc, autre option. From similar notebooks. In which people, hein, c'est bien ce que vous aviez dit, hein. People like you. To be people, comma, with you, like you, comma. Non. Non.
in People like you, then you may say people like you. It's not the people who are like that particular person, but people who are doing something, filling the notebooks. oui, So mais c'est ce c'est qu'on est en train de prendre l'autre option là. From similar notebooks, virgule, in which people like you. Alors, qu'est-ce que vous aviez dit, vous? Ah mais non, il ne faut pas faire de fil, hein. Had noted down. Had Had filled the notebooks. had filled with Yes, we people you had like filled Have filled with in which people in which in which people like you had filled schedules, schedules, contact contacts, numbers, and and Alors, people like you had filled. Vous pouvez pas fill in which. Which people like you had filled. Tu peux pas être in which. in which Parce que sinon vous diriez in which people like you had written Jotted down. or jotted down. Oui. Sinon c'est which people like you had filled with. Voilà. Alors, on va prendre toutes les options. In which people like you had jotted down. Et puis schedules, contacts and memories. D'accord? Autre option donc, from similar notebooks, which people like you had filled with schedules, c'est bien ça? Contacts memories. and memories. Bon, nous avons des options. Ensuite, tu te demandes où sont ces carnets cousins aujourd'hui. Alors, tu te demandes, you wonder oui, Yeah, où we sont? wonder. you wonder Where? On mettra les carnets. Où ces carnets cousins? Where? These. Ah. sister notebooks. Original notebooks. Oui, sister notebooks, pourquoi pas, oui. Are I found today. found, or today, oui. Artworks. Or today, oui. Où doit-on plutôt parler de greffe que de lien de sang? Ah. Alors, Or should we ask? Should we? oui. Should. Alors, doit-on plutôt parler? Should we? We be rather speaking of. Should we be rather speaking? Or should we rather be speaking? Yeah? Should we rather be speaking of greffe que de lien de sang? Alors, qu'est-ce que vous allez choisir comme option pour greffe? J'ai pas compris cette phrase.
Ah, bah parce qu'avant il parle de cousins, de carnet cousin. C'est pour ça. Et donc il parle d'une greffe. Bah, vous savez ce que c'est qu'une greffe, hein? Bon, admettons, vous avez un accident et on vous greffe, voilà, une main par exemple, voilà. Je ne sais pas si c'est possible, mais enfin peu importe. Voilà. Donc, et plutôt que. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'une greffe plutôt que les liens du sang, c'est les liens de parenté. C'est les pères, les mères, les enfants, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, etc. Donc là, elle parle des carnets. Est-ce que c'est pas plutôt une greffe, c'est-à-dire quelque chose qu'on surajoute, on va dire, hein, qu'on ajoute que il n'y a pas de lien véritable. Voilà, c'est ça. Mais bon, on n'a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué, quoi. Alors, should we rather be speaking of grafting? No? Of graft? Than Blood relations. blood relations, oui. Et les quelques centimètres arrachés sur les pages de ton propre carnet sont-ils conservés dans d'autres carnets? Alors. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? Et les quelques centimètres arrachés sur les pages de ton propre carnet. Vous voyez, c'est intéressant. Ici, on a sur les pages. En anglais, on aura from. And a few bits of Yes. And a few bits torn out. moi, je mettrais and are, peut-être, on mettait tout de suite. Hein, et conserver. And, on va essayer. Are the few bits. Alors, arracher sur les pages de ton propre carnet. The few bits. Ripped off. Ripped off. Ripped off. Yeah. Ripped, voilà. Ripped off your own notebook. Dans d'autres carnets. Kept in other notebooks. Combien êtes-vous à habiter les textes et les pensées des autres? Alors, combien? How many? Ah non. Mais non, combien êtes-vous? C'est des personnes là. How many Of them of you? Present. Of you? How many of you? inhabit. Non. Are present. in Are the present, text je and préfère ideas are of present in the text and In others, And and their thoughts. ideas. thoughts. Thoughts plutôt. In others, Of other. texts And their ideas. and thoughts. How many of you are present in others
texts and thoughts. À l'aube, tu constates. À l'aube, tu constates que le compartiment s'est rempli. Chaque siège est désormais occupé par un dormeur. Alors, à l'aube. En plus que, oui, attendre, oui. At dawn, you notice, you notice, Realize. you realize, yes. You realize that the compartment This way. is full. Each seat is now taken. Is now taken by. Excuse me. By a sleeper. Ah, he or she. He sleeper, she sleeper. Did you say that? By sleepers. Sleeping people. Sleeping boys and girls, men and women. By sleeping. Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est- By sleepers, men or women? There's no need to precise. Non, parce qu'en anglais, on ne précise pas, non, nécessairement. Mais ici, Ben, en français non plus. Elle a fait conscience à quoi? Un dormeur ou une dormeuse. En français, elle aurait pu mettre un pluriel, on parle des dormeurs. Oui. Mais plus souvent en français, on note qu'il y a cette distinction de genre. Bon. Mais On là, dit elle a il ou fait elle. dormeur, donc... Alors, je vais mettre les options. By sleepers. C'est la traduction quand même. Hein? By sleeping Man. or Sleeping men or women. men or women. Voilà. Qui a répété le même rituel que toi? Essayez. Et comme on est au pluriel, who. Et là, en anglais, par contre, comme on est au pluriel, voilà. On ne va pas mettre each seat. Oh, yeah. All were taken. Parce que si on met each seat et qu'on met sleepers au pluriel, Ouais. aussi, ça va pas. All Oui. men. All Sleeping men or women. Mais comme là, each, ça implique un singulier. Hein. Each is, et donc on a l'impression qu'ils sont entassés sur le même siège. All. All seats are now taken. Il faut qu'on le mette comme ça. Hein. Éventuellement every, mais each s'individualise. Every seat. Ici aussi? Every, c'est pas pareil. Ok. Every n'a pas la même fonction grammaticale exactement. Maintenant, sinon on va être obligé. Je crois que c'est plus clair si, mais grammaticalement, on est mieux protégé avec all seats are by men, women or sleepers au pluriel. Parce que sinon, si on met every seat is by sleepers or sleeping men or women, je suis pas sûre que ce soit totalement acceptable grammaticalement. Non. By a sleeping man or woman. On va essayer au singulier, même a sleeper. Alors, et à ce moment-là,
ce moment-là, on peut rester avec each. On va voir ce que notre appréciatrice dira. Each seat is now taken by a sleeper, ou bien alors by a sleeping man or woman. D'accord. Alors, who have, ou bien, alors attendez, je vais mettre who have, je le mets tout de suite à la suite du premier, et là, who has, selon, hein. Et après, on développe. Qui a répété le même rituel que toi? Alors, Who have followed the same ritual as you. who followed the same ritual as you. Alors, Mais pourquoi on dit have followed? Have Followed. ah, Who followed? oui, who followed, oui. Donc là, ça marche pour les deux. The same ritual as you. Alors, essayez toutes les positions, remplir les creux avec des tissus, mettre ses écouteurs, rabattre sa capuche. Alors, Trying all the positions. try, Sleeping in all. trying, Trying donc all positions. all positions. Non, trying all positions. Remplir les creux avec des tissus. Fill the gaps. The gaps with What did we say? Cloth or pillow? Clothes. on a ces clothes, je crois. Hein. Cloth. Je crois que c'est ce qu'on a dit. We are the clothes. Je vais chercher. Je vais chercher avec mon. Non, c'est pas ce qu'on a mis. Non, je ne sais pas ce qu'on a mis. C'est pas clothes parce que mon ordinateur ne trouve pas la deuxième fois. On peut dire Cloth. pullover or scarf. Non, non, cloth non plus. Scarf. Scarf. Something on. Something like it. Put something. Alors, je vais chercher Gap, comme ça au moins on va trouver, parce que Gap apparaît. Voilà. Oui, on a les mêmes holes, blanks, voilà. Mais ailleurs. Alors, you were often bothered with a small gap between the headrest and the side, which needed to be filled. Nothing. Nothing. Ah. What's needed to be filled. Voilà, donc on va mettre clothes, oui, parce que c'est ce qui paraît le plus logique. Alors, with clothes, C'est singulier ou plural? Clothes. oui, oui, c'est ça, comme des vêtements, quoi. Des tissus. Parce que les tissus, c'est, bon, ça peut être, voilà, un foulard, un t-shirt, qu'on sort du sac à dos ou que je sais, genre, des choses en tissu, quoi. Mettre ses écouteurs, alors, Putting on head. Earphones ahead. c'est, oui, on avait headphones, oui. Putting on headphones. Rabattre sa capuche. Alors, quelle est la différence entre casque et écouteur donc? Headphone, c'est plutôt casque. Ben, alors, les écouteurs, en fait, quand on parle d'écouteurs, c'est pareil, c'est le casque, mais on considère, ça peut être des Ça trucs peut tout être petits. petit, Ça donc. peut être tout petit, voilà. Parce que ça, c'est plutôt casque. Ça, c'est plutôt casque, oui, c'est vrai. Alors, pour écouteur, on va dire earphones ou headphones. Ah Parce que oui. ça, c'est headphones. Ouais, il faudra peut-être mieux mettre earphones, vous avez raison. Ouais, parce qu'on va être plus proche de l'anglais, ouais. Earphones, ouais. Rabattre sa capuche, Pulling down the hoodies. ouais. Pulling down
vers. Goodies. Là, on va avoir un problème au pulling down goodies, parce que si on choisit by a sleeping man or woman, bon, on verra si on fait vers hoodies, parce que sinon, il faudra mettre his hoodie or her hoodie. Right. One's hoodie. Ou alors hoodies. The Ben, c'est pas terrible. Voilà. Alors, terminons au moins ça. Et après, ça va. Je vais être très contrariée parce qu'il nous en reste beaucoup. Hein. Alors, une personne sur deux a sorti. Ah non, No, madame. vous avez tous à peu près le même âge. Alors, You are all Everyone more or has less more or the less same same age. yes, approximately. everyone has. Oui, oui, c'est une possibilité. Has more or less Everyone is. the Everyone same. Attendez. C'est une Oh yeah, possibilité. yeah, has. Is, oui, is more or less Of the same. the same age. Ou, oui, you are, ouais, non, mais là ça va. Deepa has. Non, Approximately. J'ai 15 ans. ouais. It's En anglais, ouais, en anglais vous dites rien. Alors, you are. Ouais, non, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Vous êtes tous à peu près du même âge. Pour reprendre le you qu'on avait avant, you are all more or less the same age, non? Bon, on va voir ce que ça Is dit. it approximately? Is it You are You're all more or less the same age. You all are. the same age. Voilà, bon, on verra. Alors ensuite, phrase suivante. Une personne sur deux a sorti un carnet dans lequel elle s'écrivent des pensées entre deux regards par la fenêtre. Alors, Take out. Half of you take out you. Every second person. Every other person. every other, oui plutôt. Every other person, alors, a sorti un carnet. Took out? Yeah, took out a Took out. notebook. Took out A notebook. a notebook dans lequel s'écrivent In which? in which dépenser entre deux regards par la fenêtre. Alors on va mettre dépenser s'écrivent in which dépenser. In which On a déjà utilisé thoughts tout à l'heure. feeling. Feelings peut-être, oui. In which feelings, alors, s'écrivent, are being peut-être plutôt, Are being written. Are being written. expressed. La note, c'est l'idée de noted down. Hein. Noted down, voilà. Pen down. Entre deux regards par la fenêtre. On ne peut pas dire they wrote parce que earlier in which they wrote or in which they On est le veille. Non, là, parce qu'il s'agit de every other person yes. They wrote. in which they wrote their thoughts. Si on est au présent en plus. Hein. Their writing. Again, when you say every other person, can you say in which they wrote? I find it problematic. They Non. is plural. Every other person person took out, oui c'est ça, took out a notebook. C'est pour ça que moi je pourrais, ouais. Okay. C'est, en plus le
l'utilisation de la forme passive en anglais est tout à fait possible. Et c'est la traduction des formes réfléchies qui s'écrivent. Et c'est le process là, hein? Being written, being noted down. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le D. Voilà. Alors, voilà. Entre deux regards par la fenêtre. Between a couple of glances towards the window. It's between, oui. The window. Yes, ça le between, ça me plaît qu'à moitié. C'est là. Interspersed by glances through the window. Ouais, j'étais en train de penser à interspersed with, oui. Mais il faudrait le mettre dans l'autre sens. In which are being written or noted down feelings. Il faut que feelings viennent après dans ce cas-là. Parce que si c'est noted down, interspersed, ça fait bizarre. In which. On va avoir une question de construction, je pense. Are being written, noted down, feelings, interspersed with eyes fixed on. with glances, tout simplement. Mais ça me satisfait pas à 100% non plus. Quelle est la phrase en anglais? On peut... Je vais vous la donner, attendez. Voilà. With glances. Les possibilités que nous avons notées sont les suivantes. Every other person took out a notebook in which feelings are being written or noted down between a couple of glances through the window. Every other person took out a notebook in which are being written or noted down feelings interspersed with glances through the window. Bon, on va en rester là. Tu souris doublement. Entre deux regards par la fenêtre. Ah, c'est vraiment deux regards. A couple. Bizarre, oui. Alors, tu souris doublement. Maintenant c'est présent. Oui, c'est présent. Tu souris doublement. D'abord parce que le plaisir fou. Pourquoi il y a deux sourires? D'abord parce que le plaisir fou qu'il y a à se réveiller quand un train te saisit au cœur comme ce n'était plus arrivé depuis des années. Ensuite parce que tous ces carnets te rappellent que tu n'es pas unique du tout. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va traduire ce doublement? Wider. You smile wider. You smile Bah oui, mais on donne deux exemples. You smile twice. twice as much. You smile. Là plutôt peut-être twice as much, oui, twice as much, oui. You smile twice
qu'il va falloir qu'on arrête à la fin de ce paragraphe. Hein. As much, you smile twice as much. Voilà. Alors, d'abord, first. First because. Firstly, Firstly or Or firstly, but oui. firstly. Because le plaisir fou qu'il y a à se réveiller dans un train te saisit au cœur. Because, je dirais, you are. You are, voilà. Alors, saisis au cœur. even plaisir food. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait dire saisis au cœur? You are. Gripped you. Oui, c'est pas mal. Oui. Oui. You are. Mais l'idée de saisir au cœur. Bon, plaisir fou. You felt or is it? Oui, mais c'est plus que felt. You experience? Non, c'est plus que ça. C'est vraiment quelque chose qui fait palpiter, quoi. You sense? Bon, alors, et c'est déjà, on laisse you are quelque chose, plaisir fou. Immense joy. Exuberance. Ouais. Ecstasy. C'est pas vraiment de l'ecstasy, mais c'est. Moi, j'y verrais le plaisir fou, j'y verrais presque quelque chose d'irrépressible, vous voyez. Ou irrepressible, vous voyez, ce sens-là. C'est pas overwhelm? Overwhelm? Overwhelming. Overwhelming joy. Oui, c'est ça, c'est quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a après? L'autre, c'est. Non, parce que tu es carnet. Thrill. Alors, c'est pas the overwhelming. Joy, de se réveiller, at waking up, c'est ça, non? Alors, maintenant, ça ne nous a pas donné le verbe. Alors, saisir au cœur. You're taken by. Struck. Struck. Exactly. Struck. Struck et Struck by overwhelm. struck. By an overwhelming joy. Oui, c'est struck. C'est bien l'idée quand même de au cœur. J'aurais aimé un adverbe, vous voyez, mais je ne trouve que deeply qui ne me plaît pas. Je regarde ce qu'il me propose comme synonyme pour deeply. Profoundly, acutely, gently. Non, bon, ça fait rien. On laisse comme ça. Struck by at waking up. Dans un train, on a train, comme ce n'était plus arrivé depuis des années. Moi, je ne mettrais pas de comme. Je
je mettrais and. It, alors, oui, not happened for years or many years. And it hadn't happened for many years. Ensuite, next, puisqu'on est dans le next, because, parce que, pareil, Because all tous ces carnets, all these notebooks, te rappellent, oui, reminded you Remind you that you are, Not alone. you're not the ah non, Not non, you're c'est not pas unique, not unique at all. unique You're not unique. at all, far from being unique. Yeah, far You're far from unique. Voilà, far from Being being unique. you. far from being unique. Voilà. Bon, on arrête là. Parce que il faut qu'on regarde un petit peu nos textes. Alors, nous avons deux textes là, celui sur les, voilà, le niveau de langue repère et l'autre sur le pianiste. Alors, on commence par lequel des deux? Le pianiste. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Ici, tu peux regarder un petit peu dans l'ordre, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer qui est intéressant sur... elle commence effectivement sur les questions d'acquisition du bilinguisme. Ouais. Voilà. Bon, et ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'on a, sur l'acquisition, parce qu'on parle de bilinguisme, c'est l'acquisition en très jeune âge, et effectivement, il y a l'acquisition du bilinguisme, de ce que les chercheurs ont noté comme bilingue composé et bilingue coordonné. Voilà. Et donc là, c'est intéressant, on l'a tous constaté autour de nous. Il y a des... Bon, alors les recherches tentent à prouver maintenant que pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des jeunes enfants, il faut que les choses soient claires, si vous voulez. Et c'est notamment, on rencontre ça dans les familles de parents qui parlent des langues différentes. Mais les parents peuvent parler des langues différentes, mais être capables de communiquer entre eux dans les deux langues, pareil. Mais pour que l'enfant
arrivent à se coordonner de manière cohérente. Bon, si vous voulez, j'ai jamais travaillé sur le cerveau. Après, j'ai travaillé sur le cerveau, sur des choses très particulières, sur les niveaux d'acquisition. Je sais pas dans quelle partie du cerveau on acquiert ces choses-là. Et on dit qu'il faut quand même distinguer les deux. Admettons qu'on ait un père qui parle français, une mère qui parle anglais. C'est l'enfant qui va parler anglais avec sa mère et parler français avec son père. Voilà, et réciproquement. Et ça crée, si vous voulez, une espèce de cohérence et de distinction claire dans l'esprit de l'enfant. Et puis il y a effectivement des cas, et c'est ce qu'ils disent les bilingues composés, où les indifféremment, les enfants mélangent indifféremment et passent, d'ailleurs utilisent, alors ça c'est des choses que vous avez pu observer aussi, c'est que quand un mot ne vient pas dans une langue, on va l'utiliser dans l'autre langue. Oui. Voilà. Alors, voilà. Et elle dit, alors ça, ce qui est intéressant, vous voyez, elle fait tout de suite une remarque, cette distinction, je suis page 42 là, le premier paragraphe, cette distinction ne prend pas en compte le fait que les aires sémantiques entre les mots de deux langues coïncident rarement. Et elle sous-estime le problème de la polysémie et celui des connotations, bien sûr. Donc là, en plus, elle se parle d'un point de vue de traductrice. Enfin, c'est pour une revue de traduction, la revue que je dirige, qu'elle avait écrit cet article, et c'est vrai que, bon, et c'est pour ça, quelquefois, qu'on veut utiliser un autre mot, parce que il n'y a pas, voilà, il n'y a pas ces coïncidences, et voilà. Donc, par contre, il faut au moins déduire que les bilingues composés pratiquent un bilinguisme concurrentiel et les coordonnées un bilinguisme différentiel. C'est-à-dire, voilà, vous comprenez bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les coordonnées, ceux qui parlent avec l'un dans une langue, avec l'autre dans une autre langue, font les différences. Voilà, ils font la différence clairement. Alors que les autres, puisqu'ils mélangent les deux, ça fait entrer en concurrence, d'où le concurrentiel. Voilà. D'accord ? Voilà. Alors, après, elle distingue effectivement que sur l'acquisition familiale, que les coordonnées différentielles s'acquièrent à l'école. Et ça peut s'acquérir aussi de manière familiale. Hein. Il y a des familles qui appliquent strictement la règle d'une langue et d'un côté, de l'autre langue, de l'autre côté. Donc ça, c'est... Alors, on parle de bilinguisme plus tardif. Voilà. Alors, bon, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ou est-ce que vous avez des questions à poser sur la suite avant que moi-même je prenne la parole? Bon, après, bon, il y a des... Bon, elle parle d'études. Elle, Liane Henriquez, elle est linguiste, donc elle travaille sur des études qui sont faites aussi à partir d'observations linguistiques. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez vous avez des questions? Oui. Par exemple, si on Inde, la plupart des gens ne parlent pas
au français. Donc, comment on peut intégrer le français pour les petits enfants si on veut créer un environnement bilinguisme? Ah oui. Alors ça, c'est toujours difficile de créer un environnement bilingue avec une langue qui n'est pas une langue acquise dès le plus jeune âge. Une langue qu'on ne parle pas régulièrement. Ça, c'est une autre question qui ne s'applique pas donc à la traduction. Et c'est quelque chose que moi, je n'ai pas fait, par exemple, avec mes enfants. Je connais des gens qui cherchent à le faire et qui le font de manière... Ça me paraissait artificiel, vous voyez, de parler anglais à mes enfants, alors que quand je décroche le téléphone, je parle français. Quand je vais chez l'épicier, je parle français. Quand je vais chez le boulanger, je parle français. Quand je suis dans le bus, dans le métro, je parle français. Même si j'ai des livres en anglais chez moi, même si j'ai, vous voyez, des contacts, même si je suis en Angleterre avec des Anglais, etc. Il y a clair que quand, par exemple, si je suis avec, comme ça m'est arrivé souvent, avec mes enfants, dans un milieu anglophone, et même dans un milieu anglophone, à partir du moment où j'étais avec eux, ça nous est arrivé souvent, à partir du moment où j'étais là, comme je suis une mère française, vous voyez, il aurait vraiment fallu que je me mette à ne parler qu'anglais de manière totalement artificielle. Ça, c'est très difficile. Au sein d'une famille, c'est difficile. Très difficile. Ça, Selon vous, est-ce que ça posera un problème si on essaye d'intégrer une étude comme ça? écoutez, moi, je ne suis pas, je suis ni psychologue ni linguiste. Donc, je ne peux pas vous parler des problèmes psychologiques et des problèmes linguistiques qui peuvent être induits par ce genre de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on parle une langue qui est sa langue maternelle, on a quand même tous les ressorts de la langue dans la tête. Alors, ces ressorts de la langue, ils sont plus ou moins complets selon le niveau d'éducation des gens, hein, bien sûr. Je peux penser que j'ai quand même, compte tenu de mon âge d'une part et des années que j'ai passées à étudier les langues, je peux répondre à beaucoup de questions. Il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas répondre à beaucoup de questions, même si c'est leur langue maternelle, c'est vrai. Mais au moins, et c'est le problème du bilinguisme après, et le problème de la qualité de la langue qui va être parlée. Je pense à ça parce que, je vais vous donner un exemple, parce qu'en France, nous avons beaucoup de communautés arabophones, de gens qui viennent d'Afrique du Nord, qui vont parler avec, dans la famille, des gens qui parlent arabe. Donc les jeunes vont à l'école en français, ils parlent parfaitement français, et ils vont parler arabe à la maison. Or, souvent, les gens qui sont venus travailler en France sont des gens qui sont d'origine modeste, hein, j'ai rien contre les gens d'origine modeste, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent des gens qui ont reçu une éducation scolaire limitée. Donc la langue qu'ils parlent n'est pas de bonne qualité. Et quand j'en parle avec des gens que je connais qui sont arabophones, je pense notamment la directrice de l'ESIT à Paris, donc l'école de traduction, et qui est arabophone, des gens qui parlent très bien. En plus, l'arabe, on appelle les arabophones, il y a tellement de différents types d'arabes, et il y a des arabes qui sont très beaux, très riches, très... Et ces gens-là vous disent qu'on entend dans le métro, c'est affreux. Voilà. Donc, ces jeunes sont bilingues, mais il y a au moins une des deux langues. Alors, selon
pareil, hein, ils peuvent faire de bonnes études ou de mauvaises études en France. Hein. Mais s'ils font de bonnes études, ils vont apprendre le français avec toutes les règles de français, ils vont parler un français correct et ils vont croire qu'ils parlent un arabe correct, alors qu'en fait, si on les met dans un certain milieu arabophone, ben, il y a des textes qu'ils seront incapables de lire, déjà. Alors il y a aussi le problème de la langue parlée, de la langue écrite. On peut communiquer, tout dépend après ce qu'on veut faire. Dans notre cas, là, on est en train de discuter du cas du bilinguisme, de l'aide. Est-ce que être bilingue est une aide ou pas pour... Voilà. Alors, donc c'est ce qu'elle elle essayait. Vous voulez le texte? Oui. Alors, parce qu'il doit nous en rester des textes. Ça, ce sont des textes, effectivement. Ah bah tiens, justement, c'est celui-là. Voilà, c'est sur celui-là qu'on discute. Voilà. Donc, est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc après, au niveau de la traduction, justement, ce type de bilinguisme va pas être une aide, va être un handicap. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir une deuxième langue, on va dire familiale, mais qui ne va pas être de qualité littéraire, pour faire, on parle de traduction littéraire, hein. Voilà, donc évidemment, là ce que je dis ne s'applique qu'à ça. Pour faire de la traduction littéraire, ça ne va pas être vraiment une aide. Parce qu'en plus, les gens ont rangé des choses dans des cases dans leur tête, et c'est en place. Donc, quelquefois, quand c'est bien rangé comme ça, il faudrait que la case s'ouvre. Et on a souvent des réactions. D'ailleurs, on a des réactions, même dans sa langue maternelle, face à des gens qui ont des habitudes. Il y a des habitudes de langage, hein, ce qu'on appelle des idiotismes, non pas parce que les gens sont idiots, mais qui sont des formes des idiosyncrasies, des formes utilisées dans les familles. Et quelquefois, on utilise une forme dans une famille qui est parfois de lointaine origine dialectale, que les gens croient être la forme unique. C'est comme ça qu'on dit. Je vais vous donner un exemple. J'ai déménagé quand j'étais relativement jeune. Après la naissance de mon fils, on a décidé d'aller habiter à la campagne. Nous avons quitté Paris et nous sommes partis en province. Là, j'avais quelqu'un qui venait pour faire le ménage chez moi. La première fois que cette dame vient, elle me regarde, tout ça, on discute. Elle me dit, vous avez une cince? Je dis, pardon? Je n'avais jamais entendu ce mot. Et tous les gens utilisaient ce mot-là pour parler de serpillière, c'est-à-dire le chiffon qu'on utilise pour laver par terre. Et pour elle, c'était le mot. Mais c'est un régionalisme. Et alors, quelquefois, il y a des mots comme ça. Il faudrait que j'en cherche, par exemple, il y a le mot, là-bas, j'ai découvert aussi des mots comme ça. J'ai découvert le mot aubette, par exemple, hein, parce que les enfants qui, avec le ramassage scolaire, c'est intéressant parce que ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans les textes, mais on les trouve aussi dans les dictionnaires. Hein. L'aubette, alors l'aubette, on l'utilise aussi en Belgique, c'est curieux, je ne vois pas quel était le lien entre la Belgique et le Sud-Ouest, enfin bon, c'est pas ma spécialité non plus. Et donc, mais ça c'était si vous voulez, d'ailleurs là ils le disent mobilier urbain, et pour moi, j'ai jamais attendu de ma vie à Paris. De toute façon, à Paris, on n'avait pas ça. Maintenant, il y en a, on appelle ça des abribus. Mais autrefois, quand j'étais enfant, il y avait que des, vous voyez, il y avait quelque chose, enfin, une espèce de pieu vertical avec, voilà. Donc, il y a des mots comme ça qui se... Comme pain au chocolat, chocolatine. Voilà, exactement. Il y a un grand débat. Voilà, un grand débat sur le pain au chocolat et la chocolatine. En plus, on change de genre.
Il y a le pain au chocolat et la chocolatine, c'est la même chose. Et selon la région de France, on n'utilisait pas le même mot. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, ce sont des exemples. Quand on a ce type, quand on a une langue, quand on a un bilinguisme, ça il peut. Voilà. Alors, voilà. Pourtant, Oui. d'après moi, on peut analyser cet article en comparaison avec les Canadiens, parce que ce sont les bilingues. Oui. Pas tous. Non. Moi, s'en faut. Parce qu'il y a plein d'anglophones qui refusent de parler français et plein de francophones qui refusent de parler anglais parce qu'ils considèrent que l'autre est un occupant. Voilà. Et il y a des. Voilà. Et alors, et oui, mais au Canada, effectivement, pour les gens enfin, il se trouve que les gens que je connais sont bilingues et pour les gens qui ne refusent pas l'autre langue sont bilingues et effectivement, mais ils pratiquent un français différent du nôtre. C'est clair, aussi bien sur le plan lexical que grammatical d'ailleurs aussi. Voilà. Bon, alors, bon, là je voudrais vous amener tout de suite à la page 48 où elle pose la question, le premier paragraphe complet, vous voyez, ayant répondu à la question quel bilinguisme, nous pouvons nous demander pour quel traducteur. Voilà. Hein? Voilà. Donc, le bilinguisme recommandé ci-dessus s'adresse en particulier aux traducteurs généralistes et littéraires. Voilà. Toutefois, la traduction scientifique peut s'accommoder d'un bilinguisme différé et passif, puisque le champ sémantique et les connotations des vocabulaires techniques sont réduits et que pour les néologismes, les dictionnaires et les documentations spécialisées suffisent souvent. Voilà. Ça, c'est vrai. De toute façon, un objet technique ne va pas varier. Le mot utilisé pour déterminer un objet technique ne va pas varier selon le contexte ou les connotations en technique. Par contre, en littéraire, oui. Voilà. Alors, donc, on va arriver au point qui nous intéresse sur le bilinguisme différentiel, différé et actif, instrument du traducteur. Voilà. Alors, donc, quel est l'intérêt? Voilà. Quelles sont des particularités des choses qui nous intéressent? Ben, il n'y a pas une. Bon, page 49, il y a tout de suite quelque chose qui devrait attirer votre regard. Ben, c'est cette phrase-là, tout de suite, qui commence le gros paragraphe du milieu. Ainsi, c'est avec vitesse et précision. Voilà. Sans recours au dictionnaire que le traducteur pourra repérer, etc. Voilà. C'est vrai que quand vous êtes bilingue, déjà, voilà, ça vient comme ça vient très vite. Le recours au dictionnaire sera un deuxième recours, et d'ailleurs, vous voyez comment je fais, dictionnaire des synonymes, ça va être dictionnaire unilingue avec des définitions. Voilà. C'est le deuxième recours pour avoir des précisions, justement, quand on a des problèmes culturels, contextuels, etc. Donc, le bilinguisme va vous apporter cet avantage énorme de la vitesse et de la précision. Ensuite, on a, au niveau des perceptions sociolinguistiques, elle fait tout de suite intervenir, parce que je veux qu'on passe assez vite, la question des registres, qu'on a déjà évoqué. Alors, c'est vrai, d'ailleurs, elle donne comme référence les références que proposent les dictionnaires, qui peuvent être parfois
on va vous donner familier ou vulgaire, le dictionnaire ne va pas vous donner le même registre ou niveau d'un dictionnaire à l'autre, ça ne sera pas la même chose. Bon. Alors, on peut penser, mais le bilinguisme ne l'apporte pas nécessairement. Tout dépend, pareil, du degré de culture du locuteur. On peut savoir, bon, je pense que je saurais différencier un registre élevé, recherché, familier, c'est-à-dire, bon, voilà, entre nous, vulgaire, grossier, voilà, d'un autre registre. Mais comme je vous le disais l'autre fois, on a parfois des surprises. Vous vous souvenez quand je vous parlais du verbe fatiguer la salade. Et je l'entends régulièrement des gens qui vont utiliser plutôt que remuer fatigué pour faire bien. Or, quand on cherche dans un dictionnaire, attendez, j'ai tout de suite aller voir, si je me souviens bien, parce que c'est peut-être moi après ma mémoire il n'a pas l'air de vouloir me trouver. Oui. Voilà. J'ai été trop vite. Voilà. On va chercher tout de suite. On va vérifier ce que nous donne le dictionnaire. Voilà. Donc, il y a ces points-là qui sont des points de repère qui sont essentiels pour la traduction. Ensuite, alors voyons voir, justement, fatigué, Épuisé. Oui, non mais ça c'est pas un problème. Ah oui, lui il ne le donne pas comme tel, il le donne comme un régionalisme. Je l'avais trouvé comme... ouais. Non, il n'y a que là, qui ne donne que là. Je l'avais trouvé, vous voyez comme quoi, dans un autre dictionnaire, je l'ai trouvé comme étant familier. Voilà. Donc, on a une question justement de... Alors là, et elle fait apparaître la question de l'encodage. Voilà. Donc l'encodage, si vous prenez, voilà, page 50, parle d'encodage par expérience vécue, fréquentation de milieux sociaux très variés, voilà, peut donner au locuteur un sens aigu des oppositions entre les registres. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... on va passer le poème d'Allen Ginsberg. Bon, qu'est-ce que vous avez comme autre remarque à faire sur ce texte, sur le problème de la... Alors, vous l'avez vu ce texte, c'est rien qui a attiré votre esprit,
Voilà, passons à la partie suivante, qui est page 53, la traduction des indices sociolinguistiques. Voilà. Bon, donc là aussi, on est dans un phénomène, ce qu'elle souligne, c'est le phénomène de l'accélération. Donc, le bilinguisme vous permet un repérage accéléré. Voilà. Donc, ici, elle propose justement un exemple issu d'un texte américain où justement, voilà, un des exemples qui servent à illustrer le succès ou l'échec du traducteur, un texte de Kramer, voilà, Ginsburg in America, donc elle parle avant, voilà. It was like a big prophecy taking off for California. C'était comme une grande prophétie s'envolant vers la Californie et où, bien sûr, l'art n'a aucun sens. Mais l'art aussi important quand il est de l'Est, de partir vers l'Ouest, a été complètement oblitéré par le traducteur. Bon, parce que là, on est dans un milieu socioculturel où la question d'espace est importante. Voilà. Bon, là, elle donne des exemples qui sont fort intéressants. Page 54 aussi, sur le texte de Fitzgerald, où elle parle du Great Gatsby, tout ça. C'est l'Est, c'est le Middle West, c'est l'Ohio, etc. Donc, l'opposition qui est à la fois culturelle entre l'Est et l'Ouest est toujours intéressante. Bon. Qu'est-ce qu'on peut, pour les indices géographiques, bien sûr, là, elle prend l'exemple américain de l'Est et de l'Ouest, et après, il y a tous les indices culturels. Elle vient notamment sur la notion de Fallen Angels à la page 55, et ça, c'est aussi, si vous voulez, quelque chose que peut vous apporter le bilinguisme, dans la mesure où le bilinguisme vous donne accès à une culture. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un apprentissage purement sémantique et grammatical d'une langue, mais d'une langue dans son environnement. Et même si vous n'habitez pas quelque part, et ça a souvent été prouvé, les gens sortis de leur milieu d'origine cultivent la nostalgie